quelque chose qui a été évoqué déjà précédemment, mais vous m'avez dit on ne peut pas forcer un enfant à manger. Moi, quand j'étais gamin, j'avais peur de mon papa. Alors, il me forçait pas beaucoup, mais il me dit, bon, il y avait quand même... est-ce qu'on peut, ça c'est une question toute bête, mais est-ce qu'on peut forcer un enfant à manger ou pas ? Très souvent, je pose la question quand je suis face à un groupe de stagiaires, est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui ont des blocages alimentaires ? Il y a toujours 3 ou 4, pour ne pas dire la majorité, qui finalement font un signe, et quand je leur demande de creuser d'où ça vient, la plupart me disent, et je reprends l'exemple des lentilles. L'exemple des lentilles, j'aime pas les lentilles ou j'aime pas les épinards parce qu'on m'a forcé quand j'étais à l'école. Quand on instaure un blocage, et effectivement, ce qui a été évoqué, la culpabilité des personnes qui s'occupent des enfants quand l'enfant sort sans avoir mangé d'un plat. Bah oui, ça se comprend en même temps, il faut qu'il mange l'enfant. Mais c'est tous ces verrous-là qu'il faut ouvrir pour que justement, mais ça a été évoqué, hein, mais quand on force, quand on a des blocages, moi j'ai entendu des parents dire, quand je dis là, c'est en 2013, hein, pas il y a 20 ans, hein, mon enfant ne veut plus aller à la cantine parce qu'on le force à manger. J'ai même un exemple d'une collègue de travail dans une fédération de l'Est, sa fille vient d'arriver au collège, et elle ne veut plus aller à la cantine du collège parce qu'elle doit tout mettre sur son plateau et elle doit tout manger ce qu'elle a sur son plateau. Alors c'est ce qui est dit, elle le traduit comme ça. Je ne suis pas convaincu que ce soit dit comme ça. Mais comme quand on n'a pas le temps, quand on passe au self, d'échanger avec l'enfant et quand on ne va pas en salle, comme ça a été évoqué, l'enfant qui arrive là en 6e, qui entend le message d'une manière un peu brutale. Obligé, quoi. Eh ben oui, il le traduit comme quelque chose de très lourd. Donc, travailler sur la communication, travailler sur la posture professionnelle de l'adulte face à l'enfant dans une situation d'écoute, dans une situation d'échange, dans une situation d'explication, sont des éléments essentiels, à condition qu'on donne également l'information aux parents. Parce que on peut faire des tas de choses intéressantes au restaurant scolaire. Et je reprends un exemple là d'un enfant. Menu végétarien, avec un adulte qui va se mettre à, je vais dire, critiquer un tout petit peu de la viande. L'enfant, il est dans une ferme agricole. Son père produit des bovins, des porcs. Enfin là, en l'occurrence, il va mal le prendre. Ben, évidemment qu'il le prend. Dévalorise. C'est-à-dire que il est en train de se dire, l'adulte qui est là parce qu'il ne sait pas trouver les mots, est en train de dire que mes parents font n'importe quoi. Ouais. Vous imaginez l'impact. Donc l'adulte n'est plus crédible. Donc dans le cas de la relation qui viendra après avec l'adulte, le reste des messages qui passeront ne passeront pas. Mais quand on est pris par le temps et qu'on n'a pas travaillé sur ces phénomènes de communication, d'échange, c'est ce qu'on produit. Pas forcément à grande échelle, mais après on sait aussi très bien les effets de communication entre les enfants. Vous me disiez d'un point de vue biologique aussi, quand on met un aliment dans la bouche qu'on n'a pas envie de consommer, on va forcément le trouver mauvais. Eh ben oui, mais ça c'est la physiologie qui le fait. Hein. On dit l'appétit, l'eau vient à la bouche. Quand l'eau vient pas à la bouche est sèche. Une bouche sèche, vous mettez un aliment dedans, il n'y aura pas du tout la même sensation. Mais ça c'est inhérent, je dirais, oui, à tout individu. Moi je l'ai appris. Voilà. Mais oui. D'accord. Mais tout ça, ce sont des éléments importants. Tout ça, ce sont des clés toutes simples qu'il faut donner au personnel pour que dans l'approche globale par rapport à l'alimentation, vraiment, et ils sachent rentrer en relation avec l'enfant pour le mettre en confiance. Et après, on peut évoquer à peu près tous les sujets que l'on veut, parce que le climat de confiance, il est installé. Véronique Bellemin, du Conseil national de l'alimentation. En fait, moi, c'était très intéressant ce qui s'est dit ce matin. J'ai entendu deux niveaux de préconisation quand on parle de l'aspect éducation, l'alimentation, de la relation à l'enfant. La plupart des intervenants ce matin nous ont parlé de l'aliment, du produit, de recettes, de plaisir. Et puis ensuite, quand on est passé au PNNS, on est passé sur des féculents, des céréales, des légumineuses, 5 fruits, 5 légumes, sur des normes. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé ce matin, c'est qu'on nous avait parlé de la vraie vie. Et que peut-être ce serait bien... Donc c'est une question sur comment articuler ce qu'on va apprendre aux enfants à l'école, sur quelque part, déstructurer cette alimentation en données théoriques qui sont vraiment pas gastronomiques, vraiment pas sexy, pour réutiliser un mot qui a été dit, voire anxiogènes.
Et puis, ce dont on parle quand on parle cuisine, quand on parle présentation des plats, évolution progressive du crumble, etc. Et là, il y a une articulation. J'ai noté à un moment donné, ce serait bien que les enfants, quand ils mangent à la cantine, ils fassent pas leurs devoirs, mais qu'ils mangent. Voilà, qu'ils mangent tout simplement comme on aime manger. Et avec une certaine évolution qui s'est passée depuis 10 ans, et ça c'est pas moi qui le dis, je l'ai extrait d'une intervention de Pascal Ebel du Crédoc, qui dit que l'évolution des messages santé fait qu'on a désenchanté l'alimentation et qu'on est passé sur une dimension très anxiogène où on a tous l'impression ou de trahir ou de faire l'école buissonnière ou de faire nos devoirs quand on mange. Donc je pense que c'est une dimension très importante. Et j'ai une question accessoire sur les recettes, parce que je vois ce crumble mix qui me donne envie mais que je ne connaissais pas. J'ai pensé à tous ces plats que les populations immigrées nous ont apportés, les plats complexes. Est-ce que vous travaillez aussi pour partir des éléments de culture des populations, notamment des populations immigrées, je sais pas, du couscous par exemple, pour vraiment partir des références culturelles et culinaires qu'ont les jeunes, pour ensuite faire évoluer ou réhabiliter les recettes, plutôt peut-être que de partir d'un produit qui va leur sembler un ovni? Danielle Collin, diététicienne nutritionniste, présidente de Sénat. Alors bon, nutritionniste certes, mais à travers tout ce que j'ai entendu, je me dis que finalement, on est plusieurs collègues de Sénat à être là, et je me dis que finalement, on communique peut-être pas assez, mais ce lien quelque part sur le terrain, c'est vraiment des choses qu'on fait. On est plusieurs à effectivement intervenir sur le concept plaisir à la cantine, et puis je me dis, il y a toutes ces actions qu'on fait où effectivement il y a des décisions d'élus, donc parfois on intervient, où, effectivement, on est associé, que ce soit un département, que ce soit des mairies. Et après, on est vraiment sur le terrain et vraiment, j'ai l'impression de faire ce lien avec tous ces professionnels, avec les cuisiniers. Quand on est avec les convives et notamment les enfants, on leur parle surtout pas nutrition. On est vraiment orienté vers le plaisir. On fédère avec les producteurs. On est vraiment dans des choses ludiques. Donc finalement, je me dis, on les amène à ça, mais ça tourne toujours sur du plaisir, sur du ludique. Il faut qu'on change toutes les représentations de toute la communauté éducative. Et c'est vraiment un travail de fourmi sur le terrain. Mais les choses, elles bougent. Moi, par rapport à tout ce que j'ai entendu, je me dis, après des années, on est sur un département, c'est la 5e année où on y est, mais les représentations, elles ont commencé à évoluer.